Il y a quelques heures, l'a répété, l'a dit très clairement. L'Iran a une opportunité historique de conclure un accord sérieux. La balle est dans leur camp. Le département de la guerre est prêt. À toute prochaine étape, nous sommes prêts à dégainer. Nous sommes prêts à dégainer, Xavier Titelman. Disent les Américains. Les Américains avaient besoin de cette pause. On sait maintenant par des fuites diplomatiques que c'est les États-Unis qui ont demandé de cesser le feu et c'est non pas les Iraniens qui étaient au bout du rouleau qui ont demandé. Donc évidemment, les Iraniens ont accepté parce que ça leur... Oui, jamais ils auraient refusé. Enfin, qui refuse un cessez-le-feu? Et puis en l'occurrence, ils savent aussi que ça permet de continuer à épuiser le monde entier en ayant bloqué le détroit d'Ormuz. Eux, ils sont pas pressés. Moins ils se font taper dessus, mieux c'est. Ils repoussent l'échéance qui finalement est une pression sur les Américains. Plus ça dure, plus c'est dur pour les Américains. Moins ils se font taper dessus, plus ils sont contents. Donc globalement, là aujourd'hui, effectivement, le général l'a dit, potentiellement les Américains, ils vont avoir une puissance de frappe instantanée qui est inégalée par rapport à ce qu'ils avaient par le passé. Si vous ajoutez une cinquantaine d'avions bombardiers, potentiellement vous êtes capable d'ajouter une centaine de bombes par jour par rapport aux 400, 500 avions qui étaient déjà présents sur la zone. Donc on augmente de 15-20%. Mais structurellement, c'est surtout effectivement pour une relève. Certes, pendant quelques temps, ils vont faire ce qu'ils appellent le surge, c'est-à-dire plus pendant un court temps, le surge. Mais sur le long terme, ils ne pourront pas maintenir 3 porte-avions en permanence sur la zone. Alors le surge, vous ne croyez pas si bien dire, parce que justement, regardez ces images, il y a sur l'aéroport Ben Gourion en Israël des ravitailleurs qui sont parqués en grand nombre. Je vais vous faire réagir tout de suite, Général. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disons que pour mener, il y a les groupes aéronavals dont on a parlé, les porte-avions avec leur 80. Impressionnant quand même. Et il y a aussi tout ce qui peut venir des États-Unis directement, c'est-à-dire les B2, voire quelques B1, disons des avions furtifs capables d'emmener des bombes à longue portée qui vont traverser l'Atlantique et qui vont avoir un certain nombre de ravitaillements pour aller sur leurs objectifs. Mais donc ces ravitailleurs que nous voyons là sur l'aéroport Ben Gourion en Israël, c'est-à-dire tout près du théâtre des opérations, relativement près, ils sont prêts à décoller, ils sont là pour ça. La machine est prête, si j'ose dire. Alors après avoir recomplété, avoir changé des pilotes, avoir fait un ciblage complet, parce que ça, il y a une grosse opération de ciblage qui a dû être menée. C'est-à-dire, expliquez-nous. On regarde comment on a traité les objectifs précédents, il y en avait à peu près 10 000. Oui. On regarde s'ils ont été atteints totalement ou partiellement, donc on les réinscrit pour ceux qui ont besoin d'un deuxième passage, et puis on regarde les autres familles de cibles qui n'ont pas été traitées ou très peu traitées, comme les objectifs qu'on qualifie dual, comme les ponts, les centrales électriques. Même si, du point de vue du droit, ça pose un peu un problème. Enfin, c'est une autre question. Il y a beaucoup de choses qui posent problème. Vous faisiez allusion, Général, au B2, mais voici des images de B-52, des B-52 américains qui sont dans le ciel britannique. Dans le ciel britannique, Xavier Titelman, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils sont effectivement, là aussi, en train d'approcher de la zone, d'approcher du Moyen-Orient. Alors, soit ils partent de Grande-Bretagne, ils font leur aller-retour, ils font des missions, ils ont besoin des fameux ravitailleurs et ils repartent se poser en Grande-Bretagne, soit ils viennent directement des États-Unis, mais globalement, c'est les appareils qui n'ont pas besoin d'être positionnés dans la région. Faut être clair, la fragilité de l'armée de l'air américaine, elle est quand ils sont au sol. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'avions à Ben Gourion en ce moment? Parce que quand ils étaient en Arabie Saoudite ou en Irak, et ben là, vous avez des attaques avec des petits drones. La guerre que les Ukrainiens mènent contre les Russes, quand ils ont fait leur fameuse opération Spiderweb, les Américains en ont subi une également, à petite échelle. Mais s'ils continuent à rester sur des bases qui sont mal protégées, à ce moment-là, les Américains vont continuer à subir des pertes au sol. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'ils ont accumulé autant de forces à Ben Gourion. Parce que Israël et l'Ukraine sont les deux seuls pays qui ont... Pour vous donner quand même une idée, les ravitailleurs, c'est à peu près 600 ravitailleurs pour l'armée de l'air américaine. C'est colossal. Mais encore plus. Mais au moins 600. Bon, donc il y a les ravitailleurs, il y a les B-52, tout cela est en train de se préparer. Mais en attendant, dans le fameux détroit d'Ormuz, la situation reste confuse. Il y a un blocus américain, il y a un contre-blocus iranien. C'est un bras de fer. Personne ne veut céder le terrain à personne. Et Pete Hegseth, aujourd'hui, a fait cette déclaration concernant les Iraniens qu'il qualifie de pirates. Nous avons réduit la marine iranienne à un groupe de pirates. Nous avons montré ce qu'ils étaient, des vrais brigands des mers. Ils ne contrôlent rien. Ils agissent comme des pirates, comme des terroristes.
Ce sont eux qui posent des mines, qui tirent sur des navires de façon aléatoire, qui ont tué 40 000 Iraniens dans le cadre des manifestations. Ils ont tiré sur leur propre peuple. Ce sont eux les mauvais. Pete Hegseth fait sûrement allusion à cette flotte dite moustique, la flotte moustique iranienne. Ce sont Xavier Titelman, voilà ces vedettes ultra rapides qui attaquent en essaim, comme les drones d'ailleurs, j'ai l'impression, qui défient. Comment est-ce qu'elle défie et qu'elle perturbe les États-Unis, cette flotte moustique? Le terme déjà de flotte pirate, effectivement, l'Iran n'a plus aucune capacité conventionnelle, il n'y a plus de navires, il n'y a plus rien qui peut... Oui, mais il leur reste ses vedettes. Et d'ailleurs, on voit, pardon de vous couper, mais c'est pour que ça soit clair, des images qui nous sont parvenues tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui même, ces petites vedettes s'approchent des grands navires pour les narguer. En fait, la grosse difficulté, c'est que ce que disent les Iraniens, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à 200 km/h. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait 20 km en 6 minutes, ça laisse pas le temps aux avions de chasse pour essayer de les intercepter entre-temps. Donc si ces petits bateaux, même s'ils vont qu'à 150 km/h, c'est déjà très rapide, ils peuvent éventuellement être chargés kamikazes, voire télépilotés, donc auquel cas il n'y a même pas de mort à bord. Ils peuvent lancer des roquettes, ils peuvent partir à l'assaut d'un groupe de navires civils qui passeraient au large, donc c'est très compliqué à contrôler. Il faut que les Américains aient en permanence des avions, des drones capables de délivrer soit des roquettes guidées laser, soit des missiles anti-navires, soit des missiles anti-chars. Et c'est à cette seule condition qu'ils ont la possibilité d'empêcher les Iraniens de conduire ces opérations, qui sont, faut le dire, des opérations suicides. Les hommes qui sont à bord... Ah, des opérations suicides. Ah bah si. C'est-à-dire les hommes qui sont à bord, ils risquent leur peau complètement là, très facilement. Pour essayer de faire de la com au profit de leur gouvernement et d'intercepter et de faire peur à des bateaux qui passent, chacun d'entre eux risque leur vie, mais ça les emmène au paradis, donc c'est pas forcément un problème. Oui, Général Delors, sur ces petites vedettes qui vont très vite, comme vient de nous expliquer Xavier Titelman, il y a des canons sans recul, des mitrailleuses, des lance-grenades tout de même. Alors c'est pour ça que je préfère le terme de frelon à celui de moustique. Ah d'accord, frelon. Alors écoutez, si vous allez là, on va aller dans les détails qui concernent les insectes. D'accord, va pour frelon. Et puis, si je veux dire, le frelon, il fait beaucoup plus mal que le moustique. Oui. Donc vous êtes en train de nous dire que ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, notamment sur les navires marchands, parce que le navire marchand, bon, ça avance à 20 km/h, c'est rattrapé même par une vedette, mettons même 100 km/h, et rattrapé, il se fait tirer dessus, le pauvre gars, il a même pas de quoi répliquer, donc c'est vraiment le loup qui se jette sur des braves moutons qui circulent dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est assez facile. Par contre, effectivement, pour les attraper, il faut les prendre pas trop loin des côtes, et puis les prendre quand on peut les détecter. Donc là, à juste raison, il y a les Américains ont d'énormes capacités, mais ça les amènerait à les déployer pratiquement en permanence sur le détroit d'Ormuz. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile de trouver la réplique. Ça produit suffisamment de risques pour que les armateurs, les affréteurs, les propriétaires de navires marchands ne veuillent pas engager leur bateau là-dedans. Donc d'ailleurs, personne n'y va, y compris les Américains. Ils sont quand même relativement loin. Les Américains n'y vont pas pour différentes raisons, effectivement. D'ailleurs, l'une, c'est que finalement, détroit d'Ormuz, qu'il soit ouvert ou fermé, pour le moment... Pour eux, ça change pas grand-chose. Ça change moins de choses. Même si le baril monte, même si ça provoque des... D'ailleurs, ils s'en privent pas pour nous le dire. On verra ça tout à l'heure. Ils nous le répètent régulièrement. Ils disent plus que le nôtre. Donc, Ormuz est effectivement un point très important d'une éventuelle négociation, mais il n'est pas aussi déterminant que ça pour les Américains. Mais est-ce que c'est peut-être la raison générale pour laquelle les Américains n'y rentrent pas véritablement dans ce détroit? C'est-à-dire, si ça les concernait directement, ils auraient peut-être un peu plus de facilité, entre guillemets, à y aller. Là, ils n'y vont pas. En fait, ils se tiennent à distance. Ils n'ont pas de raison objective d'y rentrer. Ils ont des grands bâtiments de guerre. Ils ne vont pas prendre un risque inouï pour avoir un missile sol-mer qui serait tiré un peu plus loin à l'intérieur de l'Iran, qui irait frapper un de leurs destroyers qui passerait. Ils ont fait quand même la démonstration qu'ils pouvaient passer. Donc ils peuvent passer, mais ça nécessite un environnement opérationnel qui est assez lourd en termes de protection aérienne, détection, brouilleur, etc. Bon,
ils savent faire, mais ils l'ont fait, puisqu'ils ont fait passer 2 bâtiments, ils auraient pu être tapés, si les Iraniens étaient sûrs de pouvoir les taper, ils les auraient touchés. Donc les Américains savent faire passer, mais c'est un dispositif lourd et qu'ils ne peuvent pas renouveler en permanence. Alors justement, vous parliez de l'Iran, nous sommes en ligne avec Siavosh Ghazi. Siavosh, merci, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis Téhéran. Vous le disiez à l'instant, général, les Iraniens pourraient taper, éventuellement, essaieraient de taper ce qu'ils peuvent dans le détroit d'Ormuz. En tout cas, les Iraniens viennent de publier cette carte, et c'est sur cette carte que j'aimerais vous interroger, Siavosh. C'est la carte des cibles potentielles, justement, par la République islamique d'Iran, vers ses voisins, de nouveau, alors que ça ne s'était plus produit depuis le cessez-le-feu, dans le cas où les négociations capoteraient. Oui, absolument. Tout d'abord, sur la vitesse de ces bateaux rapides, ce sont les bateaux rapides les plus rapides dans le monde, puisqu'ils ont une vitesse 200 km à l'heure, donc très rapide, et donc et aussi équipés de missiles, donc qui peuvent être tirés en mouvement, donc c'est une prouesse des gardiens de la révolution qui ont pu réussir cela. Siavosh, excusez-moi, Siavosh, juste sur cette précision que vous venez de donner, qui est très très intéressante. Vous dites que ce sont donc des bateaux qui vont à peu près à 200 à l'heure et que c'est unicommande. Comment se fait-il que les Iraniens possèdent une telle flottille ? Alors ils ont comment dire, utilisé des bateaux rapides suédoises, visiblement, donc ils ont utilisé la technologie suédoise pour les améliorer, et donc ce sont des bateaux rapides à la fois qui ont une vitesse de 200 km, mais aussi qui sont capables de lancer des missiles en mouvement, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont, il faut pas qu'ils s'arrêtent pour lancer des missiles, ils peuvent lancer des missiles en mouvement, donc ce qui leur donne des capacités de frappe de frappe contre les navires militaires ou des navires commerciaux qui sont dans la région. Donc ça, c'est une capacité importante pour l'Iran. En ce qui concerne cette carte de cible potentielle, Siavosh, oui. Alors, il y a 3 jours, le corps aérospatial des gardiens de la révolution a affirmé que si jamais il y avait une nouvelle attaque américaine contre l'Iran, les cibles étaient prédéfinies dans les monarchies arabes du Golfe Persique. Ce sont toutes les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Koweït et du Qatar, qui seront visées en premier. Donc, ce commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la révolution a affirmé que aucune goutte de pétrole ne sera produite si jamais il y avait une nouvelle attaque américaine contre l'Iran, donc dans cette partie sud du Golfe Persique. Et en plus de ça, l'Iran allait fermer le détroit de Bab el-Mandeb, dès le premier jour d'un nouveau conflit. Donc il ne s'agirait pas d'attendre plusieurs semaines avant de réagir. Ça sera dès le premier jour que l'Iran va riposter, à la fois pour fermer le détroit d'Ormuz, attaquer les installations pétrolières et gazières et pétrochimiques de ses voisins du sud du Golfe Persique, et aussi de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui voudrait dire que il y aura une crise économique mondiale en ce qui concerne donc à la fois les exploitations pétrolières et gazières, mais aussi d'autres produits qui passent par ce détroit. Et donc ça va avoir des conséquences très importantes sur les économies des pays occidentaux. Et donc c'est pour cela que c'est cela qui a été affirmé il y a 3 jours déjà par les responsables des gardiens de la révolution. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, d'avoir été avec nous, bien sûr, en direct de Téhéran. Général Delors, à propos de ce qui vient d'être dit par notre correspondant à Téhéran, il affirme que c'est officiel, ce sont les gardiens de la révolution qui l'ont affirmé il y a déjà 3 jours, comme le dit Siavosh Ghazi, ces cibles seraient atteintes dès le premier jour. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclaration iranienne? Oui, je pense que ça fait partie de ce qui est probable. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas sous-estimer il ne faut pas leur sous-estimer, ce qui expliquerait pourquoi, d'ailleurs, que s'il y a une frappe américaine, elle sera énorme tout de suite.
avec l'aide des Israéliens, mais parce que justement le risque d'avoir des tirs nombreux en direction des secteurs pétroliers et des pays arabes est bien réel. Non mais pardon, général, mais j'ai l'impression que vous me faites un remake, une rebelote de ce qui s'est déjà produit au début de la guerre. Au début de la guerre, on a eu ça, on a été déstabilisé par justement la réaction des Iraniens, mais là on est de nouveau dans le même pas tout à fait, état parce d'esprit. que ça sera pire. Pire. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura bien des objectifs politiques, militaires, mais il y aura aussi justement ces objectifs économiques. Et s'ils tapent effectivement, c'est dans l'équation, hein, je lis pas dans le mar du café. Non, c'est une supposition. Dans l'équation, s'ils étaient amenés à effectivement tirer sur le secteur de l'île de Karj, va être nettoyé d'un seul coup, Par une frappe américano-israélienne. Par américano-israélienne, et pas qu'elle. Les dégâts seraient énormes du côté iranien, ils seraient considérables sans doute du côté arabe. C'est donc ce qui montre bien la dangerosité d'une reprise du conflit. C'est effectivement, et c'est pas improbable. Je dis pas que c'est très probable, mais je dis que ce n'est pas improbable, cette situation catastrophique au plan économique, puisque ça amènerait à une chute du potentiel pétrolier du secteur pour un certain temps. Oui. Xavier Tettelmann, est-ce que c'est inquiétant cette possibilité de frappe iranienne qui aujourd'hui ne se cache même plus? Alors d'abord, on en a été étonné au tout début de la guerre parce que personne ne s'attendait effectivement enfin peu de monde, peut-être que vous en faisiez partie, mais en tout cas le fait est que ça a quand même surpris tout le monde, cette capacité de riposte iranienne en mosaïque. On a analysé cette méthode-là sur LCI, mais aujourd'hui donc ça serait, comme le dit le général, la même chose mais en plus fort, en plus dangereux, mais il y aurait une riposte américano-israélienne gigantesque. Choses. C'est effectivement que le type de cible que va ouvertement attaquer l'Iran maintenant est beaucoup plus critique et civile, et notamment la désalinisation de l'eau, etc., donc l'eau potable. Donc ça, c'est beaucoup plus gênant. Par contre, les Américains aujourd'hui, ils sont plus seuls à essayer de défendre la zone. Vous vous souvenez, il y a des fameux missiles Patriot qui interceptent très bien les missiles balistiques, 95%, mais qui n'interceptent que 60% des drones kamikazes Shahed. Il y a énormément de destructions qui ont été conduites par ces drones low cost que les missiles qui coûtent très cher savent pas faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois ? Il y a 270 Ukrainiens qui sont sur zone. Et ces Ukrainiens, ils sont arrivés avec leur système d'interception de Shahed, qui sont capables de les intercepter à plus de 95%. C'est ce qu'ils font tous les jours en Ukraine contre les Shahed russes. Donc aujourd'hui, je pense que certes, les cibles seront plus sensibles, mais par contre, qu'il y aura un meilleur taux d'interception que ce qu'on a pu voir dans la première phase du conflit. Dis-moi. Oui, alors justement sur le détroit d'Ormuz, les taux se resserrent. En tout cas, c'est ce que les Américains veulent faire croire. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que Pete Hegseth, le ministre de la Guerre ou le ministre de la Défense, ça dépend, mais en tout cas, il est les deux à la fois, a déclaré il y a quelques heures. Il a été très catégorique. Il n'y aura pas de transit via Ormuz sans autorisation des États-Unis. Le blocus se renforce, se resserre chaque heure. Nous sommes en contrôle. Rien n'en sortira ou ne rentrera dans ce détroit. Rien ne rentrera, rien ne sortira. Bon, dans les faits, il me semble que c'est un petit peu plus fluide, si je puis dire. C'est-à-dire que l'intensité du blocus américain à Ormuz, et comme il est scruté de toutes parts, eh bien, selon des groupes de surveillance maritime, le pétrole iranien transite quand même. Un petit peu. Général, un petit peu. Mais parce que quoi ? Parce que c'est impossible de bloquer complètement. Alors si, mais ils utilisent une astuce, c'est que ceux qui sont dans les eaux territoriales iraniennes, donc très près de la côte iranienne, poursuivent et rejoignent les eaux territoriales pakistanaises. Et donc, c'est ce qu'il y a eu, sans effectivement passer en évitant de s'éloigner des côtes, en longeant au plus près, pour être protégés par leur propre système, et puis pour être véritablement, non pas dans les eaux internationales, mais dans les eaux iraniennes. Et dans cette période-là, les Américains n'ont pas décidé de poursuivre les bâtiments qui passeraient dans les eaux territoriales iraniennes. Donc là, c'est là où il y a du transit, et effectivement... Et alors là, par exemple, Général, pardon de vous couper, ce que nous voyons là à l'image, c'est le Majestic X, c'est un de ces deux bateaux qui a été arraisonné par les Américains... Un peu plus loin.
Oui, un peu plus loin. Donc c'est ça. En fait, ils l'ont pas raisonné complètement dans le détroit. Ils l'ont. Non, parce c'était que plus au large. il était resté au plus près des côtes iraniennes et il avait poursuivi. Il était passé dans les eaux pakistanaises et puis ils l'ont attendu un peu plus loin et à ce moment-là, ils l'ont arrêté. Bon, mais de toute façon, Xavier Dittelman, est-ce qu'il est possible de faire en sorte que rien ne passe dans un sens comme dans l'autre? Alors, s'ils autorisent, les Américains, s'ils s'autorisent eux-mêmes à avoir des crises diplomatiques importantes avec, par exemple, le Pakistan, qui est le pays voisin, dont les bateaux iraniens utilisent les eaux territoriales, et qui se veut, l'intermédiaire pour la fin de cette guerre. Donc, s'ils s'autorisaient, vous pensez que là, rien ne passerait? Crise diplomatique très importante, mais si les Américains s'autorisent à tirer de loin, là, le problème, c'est qu'ils